7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Les prix à la consommation augmentent encore avec une hausse de 0,5% sur un mois et 3,2% sur l'année. En un an, les produits alimentaires sont 4,5% plus chers et l'énergie de 9,6%. C'est énorme. Le prix des produits manufacturés, lui, reste plutôt stable avec une hausse de 0,8%. La bonne nouvelle, quand même, reste sur les transports qui enregistrent un recul de 9,2% sur 12 mois. Et plus globalement, effectivement, le gouvernement avait annoncé une baisse des prix, mais visiblement, ce n'est pas prêt d'arriver. Donc, il faut sérieusement s'habituer aux gammes de prix qu'on nous propose en ce moment. Et aujourd'hui, c'est la journée nationale d'accès aux droits et la ville de Lamentin n'a pas manqué le rendez-vous. De nombreux professionnels étaient à votre disposition pour vous éclairer et vous conseiller en matière de justice. Regardez. C'est la journée nationale de l'accès aux droits. Donc ce matin, nous avons débuté par les scolaires. Dès 9h, nous avons reçu les scolaires et cet après-midi, nous attendons le tout public pour venir à la rencontre des professionnels. Nous avons un avocat, nous avons un notaire, nous avons les associations Guadave et nous avons le personnel naturellement des différents services. Nous avons le point justice qui est là, nous avons l'état civil et nous avons aussi France Service. Je trouve que c'est une manifestation qui est très importante et nécessaire puisque malheureusement, lorsque les victimes ou les personnes ne viennent pas à nous, il nous appartient, je pense, en tant que professionnels du droit, de se rapprocher des victimes et d'aller vers eux. Ça fait partie de nos missions en tant que conciliateur de justice de venir renseigner la population. Il y a vraiment un grand besoin de connaître ses droits. Pas seulement les connaître pour s'en servir, mais aussi pour pouvoir vivre bien au quotidien, c'est-à-dire vivre en harmonie au quotidien avec les autres. Ça, c'est le rôle du conciliateur aussi. C'est pour ça que l'Institut de médiation a des permanences un petit peu partout dans la Guadeloupe pour aller au plus près de la population. Donc, notamment le Lamentin, où nous avons des permanences tous les mois. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que nous soyons présents aujourd'hui pour cette journée nationale de l'accès aux droits. Ça va déjà commencer par une phase d'écoute. Et ensuite, en fonction des problématiques, les orienter vers les professionnels adéquats. Si c'est un avocat, si c'est un notaire, si c'est un huissier, et peu importe, voilà, ou un conciliateur de justice. Un reportage signé Maxime Morel. Et on se rend maintenant sur la plage des Amandiers à Sainte-Rose pour une opération de revégétalisation du site. Une plantation d'arbres en présence des enfants de la ville et qui permettra de freiner l'érosion sur ce littoral. Le reportage. Toutes les entreprises ont une responsabilité de prendre soin de l'environnement à travers des actions à mener, quoi. Et nous, la caisse locale, comme on avait cette action-là à mener, on a choisi de mener cette action-là avec les enfants et avec une autre caisse locale sur le territoire. Et puis c'est conforme à un peu l'esprit de la ville, faire de la pédagogie sur la protection de l'environnement, puisque nous avons besoin de protéger ce territoire pour que nous puissions continuer précisément à l'utiliser. Donc faire ça avec des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les enfants, c'est les meilleurs vecteurs pour la communication en termes de protection, parce qu'ils peuvent eux aussi sensibiliser les parents, et les parents sont plus sensibles à la parole des enfants qu'à la parole des adultes. Ici, on est sur une plage où il y a un fort déséquilibre de la végétation, et le fait qu'il y ait des impacts forts de l'érosion marine sur cet endroit, il est important, notamment avec un jeune public, de les sensibiliser au respect de la végétation côtière. On a aussi cet effort à faire, à laisser aussi pour nos enfants et pour nos descendants des espaces et un environnement propre. Il faut faire attention aussi à cette question-là et je pense que cette défense de l'environnement ne peut passer que par le travail avec les enfants qu'on fait aujourd'hui, de faire valoir ce qu'est la terre et ce qu'est l'environnement et aussi le bienfait que ça procure. Moi, je suis en train de planter des plantes pour la nature. Il faut
aller dans les plages et planter des arbres pour la nature, pour les tortues, les animaux qui vivent sur la plage et dans la mer pour nous. Nous sommes heureux de faire ça avec cette école. Nous voulons renouveler cette opération parce que l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que nous puissions revitaliser toutes nos plages, mais avec des espèces endémiques qui sont conformes à ce qu'il faut pour les plages guadeloupéennes. Donc, une belle opération pédagogique, de protection et en même temps de valorisation. Ville de Sainte-Rose qui met l'accent sur la pédagogie, effectivement, en termes de développement durable et de protection de l'environnement, mais aussi sur le caractère historique et mémoriel. Tout au long du mois de mai, effectivement, une série de manifestations est organisée sur le territoire de Sainte-Rose. Et pour en parler avec moi, nous recevons ce soir Henri Yakou, adjoint au maire de la ville de Sainte-Rose. Bonsoir, monsieur Yakou. Bonsoir. Alors, on a vu effectivement que sur Sainte-Rose, le mois de mai, c'est mai mémoire, effectivement. À tel point que j'ai même remarqué que, par exemple, sur la célébration de l'armistice, je crois, c'était armistice, vous avez quand même parlé, effectivement... Marqué la question de la liberté en faisant une conférence sur Félix Eboué, qui a été le premier résistant et qui, me semble-t-il, par rapport à toutes les recherches historiques des uns et des autres, a contribué fortement, à côté du général de Gaulle, à la libération de la France par rapport aux Allemands. Alors, effectivement, il y a tous ces pans de l'histoire qui ne sont pas forcément traités. L'idée, c'est de voir comment, à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le maire de Sainte-Rose a souhaité qu'on fasse des manifestations pour dépasser cette question de l'esclavage et l'abolition sans jamais rien oublier. Mais on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on profite du calendrier du mois de mai pour prendre toutes les dates et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme manifestation pour marquer cette œuvre pédagogique dans laquelle on s'installe. Alors, par exemple, le 1er mai, on voulait faire une conférence sur la fête du travail. On a invité un syndicaliste, notamment M. Mounier, Rosa Mounier. On a déplacé la date, mais on a fait la conférence. Et on a été très content de voir que tout le monde a beaucoup apprécié le fait qu'on ait mixé, en fait, la question de la liberté, non pas à l'abolition de l'esclavage, mais à la liberté par rapport à l'humain, par rapport à l'homme, et notamment au travail. Et ensuite, le 8 mai, on a fait quelque chose sur Félix Eboué. Alors effectivement, il y a cette histoire qui n'est pas évidente, mais qu'il faut aborder, qu'il faut transmettre aux nouvelles générations. Comme je vous le disais, on parle de célébration de l'abolition. Techniquement, nous, c'est le mai des mémoires. À Sainte-Rose, vous avez choisi plutôt le mai liberté, finalement. Pourquoi mettre autant l'accent sur l'aspect liberté, justement? Alors, on a mis l'accent sur la liberté parce que ce qu'on observe dans tous les débats qu'il y a ici en Guadeloupe, ailleurs, la question de la liberté, c'est une question essentielle pour l'humain, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la gestion de la ville, que ce soit dans l'entreprise, dans la relation que nous avons. Par exemple, à Guadeloupe, on peut dire nous c'est obligé en libre, quoi. Alors, la question de la liberté, c'est parce que on pense que, des fois, on oublie qu'il y en a qui se sont battus, des fois au risque de mourir. Delgrès, par exemple, dit « vivre libre ou mourir ». En Haïti, avec Toussaint Louverture, c'était la même chose. Donc on s'est dit, on saisit l'idée de l'abolition de l'esclavage et on essaie de voir en quoi cette abolition de l'esclavage, il faut la dépasser pour voir quelle était au fond la demande de nos ancêtres, notamment en parlant notamment des afro-descendants comme moi. Et donc, lorsqu'on a abordé cette question, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille le plus loin possible. Et le maire de Sainte-Rose a eu cette idée lumineuse en disant, mais en fait, attention les gars, t'es là, ça appartient à nous. On n'est pas les premiers, comme diraient les Kanaks, les premiers peuples sur cette terre. Et donc avant nous, il y avait les Amérindiens. Ensuite, il y a eu les colons. Ensuite, à Sainte-Rose, c'est là qu'ils sont arrivés en premier. Les colons eux-mêmes ont fait venir des blancs gâchés, comme on disait. Et après, quand ils ont vu que c'était pas possible de faire l'exploitation de l'espace avec les blancs gâchés, à ce moment-là, commence la traite de l'esclavage. Et c'est toute cette partie de blancs gâchés, par exemple, c'est une partie qui est très méconnue. Très méconnue. Très méconnue. C'est pas qu'on a fait avant même les esclaves, on a fait effectivement beaucoup de blancs venir, mais comme ils n'assumaient pas, ils n'arrivaient pas avec la charge, mais surtout les maladies, les conditions et compagnie. Mais il y avait une première vague d'envoyés. Tout à fait. Et ensuite, il y a eu les Africains. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une conférence sur cette thématique. C'est l'arrivée des engagés indiens. Et tout ça participe de la même chose. Les travailleurs indiens, lorsqu'ils sont arrivés en Guadeloupe, ils étaient les premiers à avoir un contrat de travail, un salaire. Donc, il y a eu un travail fait. Et après, plusieurs années après, M. Sidambarom a dû se battre pour que les Indiens deviennent des citoyens français au titre de la liberté. Donc tout cela, pour nous, il faut qu'on compose avec tout cela, qu'on l'expose courageusement. Et puis, vous avez dit quelque chose qui est important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de planter les graines pour les enfants
vos enfants, les petits-enfants, pour que jamais ils n'oublient notre passé, mais qu'ils se préparent aussi à regarder l'avenir. Est-ce que c'est maîtriser son histoire pour vous? C'est pas une façon aussi de dépassionner les débats Alors, c'est fondamental. Il faut qu'on arrive à ça. En plus, vous savez, quand on voit l'actualité de ce qui se passe en Kanaki... Ça nous fait écho, forcément. Ça fait écho. Et nous qui sommes un petit pays par rapport à des pays comme Haïti, comme Saint-Domingue, comme Porto Rico et compagnie, notre devoir, et je dirais même notre devoir politique en tant que responsable de la politique à Sainte-Rose, c'est de travailler les mémoires pour qu'on arrive à faire ça. Et pourquoi on le fait? Nous, on est souvent très fiers de dire, pour l'histoire, pour la mémoire, que la seule commune qui a eu un Syro-Libanais maire, c'est Sainte-Rose, avec M. Charles Gabriel. C'est pas neutre, ça. En plus, celui qui vous parle, son père est un Chalolo, comme on disait, c'est un Charles Gabriel. Et à l'époque, tenez-vous bien, ces personnes n'ont pas accepté que Gabriel Lisette, comme on disait à l'époque, qui était un lettré, qui était allé au Tchad, en Côte d'Ivoire, qui a travaillé avec Oufoué Boigny, qui était de l'école nationale des administrateurs des colonies, ils n'ont pas voulu que Gabriel Lisette soit maire de Sainte-Rose. Vous savez pourquoi? J'ai entendu mon père dire, je vous l'avoue, ah non, monsieur fait trop grande école, monsieur qui couillonnez nous. Je ne sais pas si vous mesurez ce qui était. Et il dit ça devant moi. Bon, j'étais jeune. Et après, il y a eu une résonance dans ma tête. Et j'ai compris à ce moment-là que nous avions un travail à faire pour expliquer tout cela et qu'un lettré, quelqu'un qui a fait des études, et c'est un humain comme un autre, il peut être Charles Gabriel, Syro-Libanais, venant à Sainte-Rose sans un sou et après a construit son parcours. Il y a la charge du passé qui a aussi beaucoup freiné la vie en communauté et le mix communautaire. Mais je prends le cas très concret de ma famille. Un de mes frères a un enfant, un garçon, qui est marié à une fille de l'Est. Bon, ils ont choisi d'aller habiter dans cette zone. Et mon grand frère Alain Yakou me dit un jour, Henri, tu te rends compte, il va y avoir des Yakou, je sais pas moi, en Pologne, je sais pas où. Donc c'est tout cela qu'on doit assumer et gérer. Et vous savez, le temps fort de notre mois, ce sera mardi 28, et on est très très heureux d'avoir convaincu Monseigneur Guigou à venir faire une conférence à Sainte-Rose sur l'Église et l'esclavage, parce que l'Église a joué un rôle extrêmement important par rapport à cette question de l'esclavage. Sur les deux pans. Sur les deux pans. Et quand le Monseigneur Guigou nous dit, non, monsieur Yakou, il faut qu'on ait le courage de parler de ça. Et l'Église est prête, je suis prêt. Et moi, j'ai envie de faire ça. Donc pour moi, c'était déjà une très grande première victoire, quoi. Ah oui, donc vous nous annoncez effectivement qu'ils sont prêts à ouvrir le chapitre. À dire qu'il faut que l'Église partage tout cela pour qu'on fasse pardon. Parce qu'il y a une grosse division, bon, vous le savez, il y a une grosse division sur le rôle de l'Église. Tout à fait. Certains, effectivement, disent qu'elle a aidé... elle a aidé en partie, mais il y a aussi... D'autres disent que, bon, ils étaient quand même exploitants aussi. Tout à fait. D'esclaves, bon, il y avait tout un système. L'Église a été, notamment en Guyane, par exemple, parmi ceux qui ont créé une école des sœurs pour les petits-enfants, les enfants d'esclaves, quoi. Donc ça veut dire que... Mais il faut en parler. Oui. Et souvent, je le constate depuis que nous avons commencé à faire ce travail, souvent nous parlons de cette question sans maîtriser l'histoire de cette question. Mais globalement, on a du mal à maîtriser notre histoire. Parce qu'en fait, on a peur d'en parler. Moi, qui vous parle, quand j'étais jeune et que je commençais à m'intéresser à cette question, ma mère me disait, Marie, ça a déjà fini, pourquoi vous besoin de revenir ça? Et moi, je lui répondais, mais maman, la France même fait la guerre avec l'Allemagne pendant 4 ans. Il n'y a pas arrêté de parler de ça, il n'y a pas fait film de ça. Pourquoi moi, 4 siècles après, ou quoi, il ne faut pas nous parler de ça? Mais c'est pour vous dire là où on était avec mes parents, et donc ma génération. Mais ils avaient le positionnement de beaucoup. Hein. Mais bien sûr, mais c'est normal, on a peur de ça. C'est comme quand vous dites à un Guadeloupéen qu'il est d'origine africaine, bon, il ne vous dit pas qu'il n'est pas d'accord, mais il vous regarde bizarrement. Alors qu'en fait, moi, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 3 ans, je suis allé déjà 3 fois au titre de la coopération, je fais une intervention. Henri Yakou, de la Guadeloupe et compagnie. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, vous êtes d'où? Je dis, je suis de la Guadeloupe. On me dit, non, vous n'êtes pas de la Guadeloupe. Vous êtes d'ici, monsieur. Je dis, ah bon, vous êtes de telle zone, Gouo, donc bienvenue chez vous. Vous savez, quand vous entendez des choses comme ça, ça vous marque, quoi. Et donc, vous êtes obligé de dire, bon, ok, on va voir, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a une autre partie de notre histoire. Par exemple, quand vous entendez quelqu'un d'origine indienne, je ne donne pas son nom volontairement, qui est venu chez nous à l'exposition, je lui dis, regarde si ton nom est affiché. Il me dit, non, Henri, non, on va afficher. On a dit, pourquoi non, on va afficher? Non, nous, les vignes, nous déjà ni non à nous. C'est pour cette raison que vous trouvez en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à l'île Maurice,
des Vaitilinguam, des si nous sera, etc., etc. Alors des fois l'orthographe change un peu avec un N ou un M, mais en fait quand vous regardez bien, c'est pas par hasard qu'on trouve ces noms, compte tenu de ce qu'on connaît de l'histoire des engagés haïtiens qui ont été déposés soit à Maurice, soit à La Réunion, soit en Martinique, etc., quoi. Donc c'est tout cela qu'on met dans un mixeur en fait pour que tous on puisse voir un peu qui nous sommes, d'où nous venons et avoir surtout le courage d'en parler. Alors, débat effectivement. J'espère que ce sera en direct. On va faire en sorte si Canadi c'est d'accord. Alors par exemple, quand vous dites ça, par exemple, demain au MACT, on a fait ça symboliquement au MACT. On a 2 invités d'origine ivoirienne, donc deux spécialistes de la Côte d'Ivoire, le professeur Aka Kwame et le directeur de la culture, de la formation sur les questions culturelles, artistiques du ministère de la Côte d'Ivoire, de la culture de la Côte d'Ivoire. Ils sont invités chez nous et demain, ils vont exposer au MACT la question de l'esclavage de la traite vue de l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous entendons aussi dire ? C'est nègre qui veut nègre. Alors, en disant ça comme ça, bon, tout le monde comprend ce que je veux dire, mais en fait, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. C'est pas tout à fait ça. Mais n'empêche que c'est pas si simple que ça du tout. Dans certaines croyances guadeloupéennes, et notamment, je connais des blancs ou des métropolitains qui me disent, il y a quoi entre nous, mais vous dites que vous clairement, êtes c'est un discours qui persiste. Voilà, mais c'est quand même vos ancêtres qui vous ont vendu. Donc, il faut qu'on parle. Donc, on les invite à parler de ça. Ils ont travaillé avec le ministère de la Culture à l'époque sur la route de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Et on a mis à leur côté un université guadeloupéen, Teddy Bernadotte, qui, lui, va donner sa vue de cette question, vue de la Guadeloupe. Pour que là encore, on puisse faire... Mais il manque un prisme. Il manque le prisme de l'européen. Ce serait bien ça viendra. Triangulaire, en fait. Ça viendra. C'est ça qui est le projet de l'an prochain. Très bien. Donc, on a cette conférence demain au MAC. Demain au MAC à 9h, et ça c'est une conférence publique ouverte à tout le monde. On attend vraiment une belle participation. Et Sainte-Rose, la ville de Sainte-Rose, a souhaité qu'on fasse ça au MAC parce que c'est quelque part aussi un regard que nous voulons poser sur le MAC. Lieu de mémoire. Un lieu de mémoire, voilà. Et on a voulu que ce soit des personnes d'origine africaine et notamment des Ivoiriens qui viennent en parler là et pas seulement à cette cause, quoi. Autre rendez-vous ? Alors, l'autre rendez-vous, c'est dès ce soir déjà. Bon, ils sont en train de s'installer. On a M. Karfa Diallo, qui est un élu du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui est président de Partage et Mémoire, et qui vient de gagner quelque chose d'important. Il a travaillé pour qu'à Bordeaux, il y ait une maison des mémoires. Pourquoi ? Parce que Bordeaux, La Rochelle et Nantes, ce sont les 3 ports qui ont été les plus actifs. Alors, M. Yakou, oui. C'est vrai qu'on va peut-être un petit peu déborder, mais je profite de votre présence sur le plateau pour ces questions-là. C'est-à-dire que il y a la question de la réparation. Bon, on ne va pas être exhaustif dessus, mais il y a la question de la réparation. J'aimerais bien avoir votre positionnement sur la question de la réparation. Et au-delà de ça, déjà, d'entrée de jeu, dire que beaucoup pensent que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, que ce sera un déshonneur pour les ancêtres, alors que, par exemple, j'ai entendu que les ports de Bordeaux, notamment, se préparent certainement à indemniser Haïti. Mais vous pouvez prendre d'autres exemples. Aux États-Unis, il y a des États qui ont déjà légiféré sur ces questions. Alors, ce que vous dites est intéressant. Dans notre démarche, il y a le haut patronage de M. Félix Grégoire, qui est un Dominicain, donc de l'île de la Dominique à côté, qui est arrivé cet après-midi, qui, lui, tenez-vous bien, est ambassadeur auprès des pays de l'OSCE pour représenter la question de la réparation au niveau du CARICOM pour aller à l'ONU après. Et il est avec nous. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a aussi, nous aussi, envie d'apprendre, de savoir quand on parle de réparation, de quoi on parle. Moi, je peux en parler, mais à titre personnel, en disant, voilà, mon point de vue. Mais il faut s'inspirer de ça. Mon positionnement, c'est que oui, il faut de la réparation. Après, quelle est la nature, comment faire. Je prends un exemple très concret pour vous. Lorsqu'on regarde un peu l'histoire de nos pays, pourquoi on ne peut pas dire que parmi les éléments de réparation, prenons Haïti, eh bien, pourquoi, et ça, je sais que ça va surprendre beaucoup de gens ce que je veux dire, pourquoi dans tout ce qui se passe en Haïti aujourd'hui, nous, on ne peut pas participer à la réparation pour Haïti? Je vais vous prendre un exemple très concret. La guerre en Ukraine, l'État a su dire aux Français, dans le cadre de l'humanitaire, il faut que vous receviez des Ukrainiens en France. Moi, caribéen, d'origine africaine, avec des compatriotes peut-être qui, dans le même bateau, j'ai des parents en Haïti, on ne peut pas trouver une façon de dire, nous sommes aussi capables de dire à des Haïtiens, alors pas tout le monde, mais pourquoi pas. Je prends un exemple.
je défends mon pays, la Guadeloupe. Les médecins haïtiens, les dentistes haïtiens, les professeurs haïtiens, etc. On leur dit, venez vous installer en Guadeloupe. Pourquoi? Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que, on est en train de dire tous les jours que dans 10 ans, 20 ans, la Guadeloupe sera vieille et compagnie. Ben, qu'est-ce qu'il va faire les enfants? Alors, je vais choquer là encore. Si on veut peupler la Guadeloupe, on peut la Guadeloupe avec qui? Avec des Européens? Ou avec des personnes qui viennent des origines comme nous, africaines, qui viennent de l'Inde, qui viennent du Liban, de la Syrie, qui viennent de l'Europe, qui viennent de la Dominique, qui viennent des Amérindiens du Mexique, du Brésil. Moi, je suis resté 3 ans en Guyane. J'ai vu le Brésil, pas le Brésil, j'ai vu le Brésil, mais j'ai surtout vu la Guyane. Eh bien, j'ai vu au moins 7 ou 8 peuples différents. Mais on devra arriver justement à vivre ensemble, c'est une obligation, parce qu'on ne pourra pas vivre replié chacun sur soi et dans sa communauté. Donc on devra y arriver, mais c'est vrai que il faut crever tous ces abcès-là. Il faut crever tous ces abcès-là. Il y a beaucoup de discussions, de débats qu'on n'a pas. Et je suis très content de comment vous m'avez mené à poser ces questions, mais je le crois sincèrement, et je n'ai pas le droit aujourd'hui de venir parler de mes libertés au pluriel et dire Haïti, ah oui, mais non, la réparation peut-être, qu'est-ce que la Guadeloupe peut faire pour participer à la réparation en Haïti? Donc, qu'il y ait réparation externe, mais aussi réparation interne. C'est un point de vue à développer. Quand vous voulez, je reviens chez vous oui, ben, moi, il ne faut pas me lancer. C'est bon. Non. Alors, on a un petit peu débordé, donc on va clore le programme. On va clore le programme. Donc, ce soir, on est à la base nautique avec une conférence sur comment aborder cette question sur le plan pédagogique. Pendant 2 jours, on a eu un médiateur culturel, Madame Zamia, qui est venue dans toutes les écoles de Sainte-Rose au collège pour parler avec les enfants, et c'était extraordinaire comme émotion. Mais on a surtout à Sainte-Rose le maire de Champagné, qui a été la commune, qui a été la première, avant la Révolution française, à faire un vœu pour l'abolition de l'esclavage. C'est pas neutre, ça. Donc ces personnes, par exemple, demain, ils viennent s'installer à Sainte-Rose avec ses enfants et compagnie, j'ai le devoir de les accueillir. Parce qu'ils ont, quelque part, eu, en 1789, le courage de dire que c'est pas normal qu'il y ait des êtres humains qui soient esclaves. Qu'on laisse sur le carreau. Qu'on laisse sur le carreau, voilà. Et puis donc, samedi, demain, un matin, on est avec la Côte d'Ivoire et ses professeurs. Et l'après-midi, on a Frédéric Régent, qui est le spécialiste des questions d'esclavage, qui est professeur à la Sorbonne et qui est avec nous dans l'après-midi. Et puis le dimanche, parenthèse, fête des mères, même si on va prendre un petit temps avec l'association Femmes Performantes. Et puis le lundi, ça va être une cérémonie normale, avec discours, etc. Mais ça, c'est la partie un peu plus protocolaire, quoi. Et le mardi, la conférence Monseigneur Guégo à Sainte-Rose, à la salle paroissiale à 19h, pour parler de l'Église et l'esclavage. Et moi, très franchement, à titre personnel, je suis très heureux que le Monseigneur Guégo ait accepté de faire cette conférence. Il faut et enfin, le courage d'aller sur ce terrain-là. La dernière semaine, Dr Gorvien, avec son association CM98, viendra, avec son ordinateur, son équipe, faire découvrir aux Saint-Rosiens comment ils ont eu, par exemple, le nom Yakou. Moi, Yakou, il y a un Yakou Henri, qui s'écrit avec Y, qui est au cimetière de Sainte-Rose, et il y a un autre Yakou Hippolyte, qui est aussi au cimetière de Sainte-Rose. Je crus comprendre que c'était des anciens. Premiers ancêtres. Et effectivement, donc il y a le site Enchoucage. Enchoucage, et il y aura aussi le lundi soir, on va passer le film sur Bois d'Ébène, qui est citoyen Bois d'Ébène. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et franchement, je suis très heureux, même très content d'avoir pu me libérer pour parler de tout ça de façon très publique, mais de façon très sincère. Voilà. Ah, mais on sent que sur Sainte-Rose, vous êtes animé sur ces questions-là parce que vous tournez tout autour de ça pendant le mois de mai. Donc, on sent qu'il y a une volonté quand même de passer certains messages, notamment à la jeunesse. Ouais. Et forcément, on respecte ça. Le maire de Sainte-Rose souhaite faire de Sainte-Rose la ville carrefour des peuples. Vous êtes particulier. On a une longue discussion à faire. Parce que ce territoire-là, bon, j'étais là, moi, pendant un temps. Ce territoire-là est particulier. je le dis. Vous êtes chauvin, plus. Vous ressemblez un peu au moule. Non, on est Sainte-Rosien. Oui, mais je veux dire, en termes de chauvinisme ultra assumé, c'est 2 mondes différents. Ici, on essaie de s'assumer. Et maintenant, quand on passe la boucan, on a... on a eu une république, donc vous voyez qu'on est capable de faire plein de choses. Merci en tout cas, monsieur Yakou. Et en ce mois de commémoration, la ville de Gourbert honore les héros de la résistance de 1802. Une stèle sur la bataille de Dolé a été installée au niveau du pont Soldat. Le reste en images. C'était une esclave à Kachi qui a également joué un rôle important dans la résistance contre les troupes françaises. Il a organisé la défense de l'île
et a combattu avec courage aux côtés de Miss Delta. C'est un acte symbolique, c'est une première à Grobert aussi, dans ce mois de mai de commémoration de nos ancêtres, de l'abolition de l'esclavage, des luttes intestines qui ont eu lieu pendant plusieurs années. Et surtout le mois de mai, il est important aussi de transmettre par cet acte symbolique d'honorer nos héros à Dolé avec l'ensemble des écoles de Grobert et aussi le collège principalement, pour montrer aussi que nous travaillons dans le sens d'une reconnaissance de notre histoire, de notre identité, et faire en sorte aussi que cette transmission se pérennise dans le temps. Ça me fait très plaisir parce que je trouve que c'est très important de connaître son histoire pour l'avenir, pour le futur, car il faut connaître son passé, voilà, ses origines. Il est bon de s'enraciner, de connaître son histoire et de commencer aussi par les enfants qui sont les meilleurs ambassadeurs de notre histoire et aussi communiquer, échanger avec les adultes. On va commémorer le 27 mai par rapport à nos ancêtres pour la bataille des Délais en 1802. On est assez fiers pour honorer nos ancêtres et aussi garder en tête aussi qu'un pays, c'est une construction de lutte. Les formes peuvent changer, mais qui éternellement travaille dans le sens d'une reconquête de son identité, de sa mémoire et aussi la constitution d'un pays Guadeloupe avec tous ses enfants et le vivre ensemble. Pour moi, ça représente un changement car avant nous étions esclaves et maintenant nous sommes libres, on peut faire ce qu'on veut sans avoir de personnes qui nous forcent entre guillemets. Et afin de redonner espoir aux amputés des jambes, la clinique des Nouvelles Eaux de Moule propose des lames qui leur permettent littéralement de courir. Si marcher avec une prothèse est déjà un très bon point, ce type d'équipement offre une plus grande mobilité. Regardez. Donc là aujourd'hui, je suis venu pour un test avec une spatule, comme vous le voyez. Et puis c'était super. C'est une sensation comme auparavant, avant mon accident, que j'ai eu, ça fait plus de 6 mois, suite à un accident à 2 roues. Et puis le test avec cette spatule-là, en fait, ça m'a permis de courir, de pouvoir faire des choses que je n'ai pas pu faire, que je ne peux pas faire, que je n'ai pas fait après un certain nombre de temps suite à mon accident. Et bon, après, ça n'est pas évident parce qu'en fait, c'est un mouvement de hanche, tu vois. Donc, pour y ça déplier, il faut balancer hanche, c'est un mouvement de hanche, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Si on n'a pas fait ça, il est arrêté et puis il est plié, il est tombé. Donc du coup, obligé de faire un mouvement de hanche. À la clinique, c'est la première fois qu'on fait ce test. Et c'est pour ça que j'ai voulu proposer ça aux patients, parce que la plupart, en fait, n'envisagent même pas de courir après l'amputation. Déjà, marcher, c'est un vrai challenge. Courir, ils n'y pensent plus. Donc déjà, leur montrer qu'ils sont capables de reprendre une course à pied, c'est déjà excellent. Ensuite, sans envisager de courir au quotidien, ça, c'est la première étape pour ce test. Et après, du coup, s'ils sentent que vraiment ça leur permet de reprendre une activité physique, achat de lame. Alors, une lame, c'est entre 3 000 et 8 000 euros. La lame n'est pas remboursée. Donc, l'objectif, c'est que les patients, en fait, puissent tester les dispositifs pour savoir déjà si ça leur convient. Si ça leur convient derrière, ils peuvent avoir soit une aide avec la MDPH ou encore avec des associations pour pouvoir avoir le financement. Si ils ont une amputation qui est secondaire à un tiers responsable, ils peuvent aussi se faire aider par leur avocat pour avoir un paiement en fait par les assurances. J'ai eu un petit traitement ce matin et ça a été. Et moi qui disais que je vais pas faire, je veux plus. Et là, j'ai un coach qui m'a encouragé, il m'a dit que ouais, ben vous pouvez, Monsieur Charles, vous pouvez le faire. Et là, j'ai été. Voilà. Moi, ça fonctionne. La différence, c'est que j'ai toujours fait du sport. Oui. Donc moi, direct, je voulais essayer. Et il n'y a pas de souci. Il a jamais couru, mais on a... L'objectif aujourd'hui, c'est de faire découvrir des lames de course qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, en fait. Mais du coup, ça permet quand même de faire découvrir aux patients ou redécouvrir la course qu'ils ne peuvent pas avoir avec une prothèse classique. Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de ressorts dans les lames. Et c'est pour ça aussi qu'on met... Les lames, elles sont montées plus hautes que leurs prothèses de tous les jours.
En analysant avec notre regard de soignant, ça nous permet de voir quel groupe musculaire, quelle articulation pêche un peu et puis corriger ça, puisque je signale à tout le monde que c'est pas évident qu'une prothèse, même si elle est en carbone, elle a quand même un poids. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.